Mon mari a raté la naissance de notre bébé parce qu'il était allé à une fête de retrouvailles d'anciens élèves et qu'il avait mis son téléphone en mode « ne pas déranger » pour rencontrer son ex-petite amie. Et maintenant, elle est enceinte de lui alors qu'il a renoncé à ses droits sur notre fils. Mon mari, 32 mois, a raté la naissance de notre premier enfant parce qu'il était à une fête de retrouvailles d'anciens élèves. Et ce n'était pas juste un mauvais timing ou un accident bizarre. C'est une série de choix qu'il a fait qui m'ont laissé, moi, 31F, accoucher sans lui à mes côtés. Pour vous donner un peu de contexte, il y a environ 1 an, mon mari a perdu son emploi. C'était un bon travail dans son domaine, et cette perte l'a profondément affecté. Au début, j'ai essayé de le soutenir. Je comprends que le chômage puisse être un coup dur pour l'estime de soi. Mais au fil des mois, il a même arrêté de chercher du travail. Il est devenu amer et paranoïaque, convaincu que le monde était contre lui et que tout emploi qu'on lui proposait était indigne de lui. Pendant ce temps, je travaillais à temps plein, en faisant des heures supplémentaires et en faisant des petits boulots pour payer toutes nos factures. J'ai même obtenu une promotion à cette époque, ce qui aurait dû être une bonne nouvelle, mais au lieu de cela, ça l'a rendu furieux. Il me faisait des remarques sarcastiques du genre « ça doit être sympa d'être l'employé idéal, sinon j'imagine que tu n'as plus besoin de moi maintenant, hein ?» C'était blessant et déroutant. Je voulais réussir ma carrière, mais je voulais aussi désespérément retrouver mon partenaire, celui qui était fier de moi avant, plutôt que menacé par ma réussite. Au lieu de chercher du travail ou d'aider à la maison, il passait ses journées scotché à son ordinateur ou à la télévision. Il jouait à des jeux vidéo pendant des heures et regardait même des films pornographiques, tandis que le ménage était complètement ignoré. Je rentrais après 10 heures de travail et je trouvais l'évier plein de vaisselle sale, et lui toujours sur le canapé. Malgré le fait d'être à la maison toute la journée, il ne levait presque pas le petit doigt, alors je devais préparer le dîner et faire le ménage, épuisée et enceinte. J'avais l'impression de m'occuper d'un enfant adulte plutôt que d'avoir un partenaire. Puis, il y a 9 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une surprise. Nous n'avions pas fait d'effort. En fait, je prenais une pilule, ce qui explique en partie mon choc. Je me souviens avoir vu le test positif. J'ai toujours voulu être maman, mais le moment était mal choisi compte tenu de notre situation. Avec lui au chômage et notre relation tendue, je n'étais pas sûr que nous soyons prêts. Quand j'ai enfin trouvé le courage de lui annoncer la nouvelle, il a réagi d'une manière inattendue. Il était fou de joie. Il m'a serré dans ses bras, versant des larmes de joie et me remerciant pour la meilleure nouvelle de ma vie. J'étais soulagé de le voir heureux pour une fois, mais aussi nerveuse. Je lui ai dit clairement que si nous devions avoir un bébé, les choses devaient changer. Il devait se mobiliser émotionnellement et financièrement. Il me l'a promis. Il m'a dit que c'était la motivation dont il avait besoin pour enfin se reprendre en main, trouver du travail et être le partenaire et le père bienveillant que notre enfant mériterait. 9 mois plus tard, aucune de ses promesses ne s'est concrétisée. Pas une seule. Il n'a postulé à aucun emploi, à part quelques candidatures peu enthousiastes au début. Il a continué à passer la plupart de ses journées dans son évasion virtuelle, me laissant gérer tout le reste. Je payais le loyer, les charges, les courses, ses factures de carte de crédit, pratiquement toutes les dépenses. C'est aussi moi qui faisais les courses, la cuisine et le ménage. Être enceinte en plus de travailler à temps plein m'épuisait. Je m'effondrais au lit chaque soir, les pieds enflés et le dos douloureux. Il me massait parfois les pieds ou me remerciait pour le dîner, mais c'était tout ce qu'il faisait. Chaque fois que j'essayais d'avoir une conversation sérieuse sur nos finances ou sur sa recherche d'emploi, il se mettait sur la défensive ou se mettait en colère. Soit il se fermait et refusait de parler, soit il explosait en disant « lâche-moi les pieds ». Je répondais « je cherche ». Même s'il ne le faisait pas, j'ai donc arrêté d'insister, espérant qu'il finirait par se calmer tout seul. À l'approche de mon terme, j'avais un congé maternité de prévu, mais je savais que je serais toujours son seul revenu. J'espérais que devenir père le sortirait de sa déprime. Mais quelques jours avant, il m'a lâché une bombe. Il m'a annoncé qu'il prévoyait d'aller à un week-end avec d'anciens copains de fac. C'était en gros une fête de retrouvailles chez un ami, à l'autre bout de la ville. Il a présenté ça comme si ce n'était rien, juste une dernière discussion entre copains avant de devenir papa. Il m'a dit que je n'arrivais pas à croire qu'il prévoyait sérieusement d'aller faire la fête alors que j'étais censé accoucher d'un instant à l'autre. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il soit prêt à m'emmener à l'hôpital, ou au moins à mes côtés au cas où le travail commencerait. Il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main, me disant que je m'inquiétais trop.
Il m'a promis à plusieurs reprises qu'il garderait son téléphone à fond, qu'il ne boirait pas trop et que si je l'appelais, il partirait immédiatement pour être avec moi. Il est même allé jusqu'à organiser une nuit chez nous pour sa mère, ma belle-mère, pendant son absence, au cas où. Avec le recul, ça me donne des frissons. C'est comme s'il savait qu'il prenait un risque terrible et qu'il voulait se déculpabiliser en s'assurant que j'ai quelqu'un d'autre comme solution de secours. Je n'étais pas du tout contente, mais il insistait tellement. Il sortait rarement ces derniers temps. Certes, mais c'était par choix. Malgré tout, il me donnait l'impression d'être une rabat-joie si je refusais. J'ai fini par céder à la condition qu'il réponde absolument si j'appelle. Il a juré qu'il le ferait. Du coup, le soir de la fête, sa mère est venue à l'heure du dîner. Il a quitté la maison un peu avant 19h. Avant de partir, je me souviens qu'il a fait une blague du genre « n'accouche pas avant mon retour ». Bon, je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Ma belle-mère, une femme douce mais un peu passive, a essayé de me rassurer en me disant que tout irait bien, que les premiers bébés mettent généralement du temps à naître de toute façon. Par chance ou par hasard, j'ai perdu les os environ 2 heures après son départ, vers 21h. C'était comme dans un film. Un instant, je rangeais après le petit dîner que j'avais préparé pour Mille et moi, et l'instant d'après, j'ai ressenti une soudaine giclée et une forte crampe. J'ai crié de surprise, et ma belle-mère s'est précipitée à l'intérieur. Elle m'a aidé à aller aux toilettes et m'a confirmé que oui, j'avais bien perdu les os. J'étais sur le point d'accoucher. Nous avons immédiatement essayé d'appeler mon mari. Je ne faisais pas que l'appeler, je faisais exploser son téléphone. Je l'ai appelé au moins 15 fois en l'espace de 20 à 30 minutes. Directement sur la messagerie à chaque fois. J'ai envoyé 2 douzaines de SMS, puis 2 douzaines de SMS frénétiques. J'ai perdu les os. Rentre à la maison maintenant. On part pour l'hôpital. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Aucune réponse, pas même un seul tic-tac de sa part. Ma belle-mère a fini par me conduire à l'hôpital alors que j'étais assise à l'arrière, respirant à travers des contractions qui arrivaient déjà vite et fort. J'avais mal, j'étais terrifié et complètement désemparé que mon mari soit injoignable. Je me souviens qu'entre les contractions, je fixais mon téléphone, espérant qu'il s'allume avec son nom. Ça n'a jamais marché. Ni pendant le trajet, ni à l'arrivée à l'hôpital, ni pendant les longues heures de travail qui ont suivi. Et laissez-moi vous dire, l'accouchement a été brutal. J'ai été en travail actif pendant environ 10 heures, et c'était atroce, bien pire que ce à quoi je m'étais préparé mentalement. À un moment donné, je criais, je pleurais, je suppliais que la douleur cesse. Les infirmières et le médecin ont été formidables, et ma belle-mère est restée à mes côtés, me tenant la main. Elle a vraiment pris les choses en main, et je l'en remercie. Mais pendant tout ce temps où j'étais en proie à l'agonie, tant physiquement qu'émotionnellement, une seule pensée me trottait dans la tête. Où est donc mon mari? J'avais besoin de lui. J'avais besoin qu'il soit là, qu'il me dise que je pouvais y arriver, que tout irait bien. Au lieu de cela, je regardais une porte vide, espérant à chaque instant qu'il la franchisse. Il ne l'a pas fait. J'ai accouché sans lui. Notre fils est venu au monde, et son père était introuvable. Dès que mon petit garçon a été placé sur ma poitrine, j'ai ressenti un immense amour et un soulagement de le savoir en bonne santé. Il pesait parfaitement 3,4 kg, des poumons puissants et une chevelure noire. Ce n'est que près de 4 heures après la naissance de notre fils que mon mari est enfin arrivé à l'hôpital. 4 heures. Il était déjà tôt, juste après le lever du soleil. J'étais en salle de réveil, épuisé et à peine lucide, tenant mon bébé endormi dans mes bras. Ma belle-mère essayait aussi de joindre son fils, alternant entre me réconforter et l'appeler à plusieurs reprises depuis son téléphone. Lorsqu'il est entré dans ma chambre d'hôpital, il était débraillé, sa chemise froissée est sortie du pantalon, une tache dessus, les cheveux en bataille. Je sentais l'alcool sur lui à quelques mètres. Il a eu le culot de sourire faiblement et de dire, « Dis donc, je suis venu dès que j'ai su. Désolé d'avoir raté ça. » Je lui ai immédiatement dit de rester en retrait. Je ne voulais pas qu'il s'approche de moi ou du bébé. Mon ton a surpris notre fils et il s'est mis à s'agiter. Alors une infirmière est venue prendre doucement le bébé pour vérifier ses constantes et m'a laissé gérer la situation. Je tremblais de colère et j'ai demandé, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout raté. » Il a au moins eu la décence d'avoir l'air gêné un instant. Il a marmonné quelque chose comme quoi il avait perdu la notion du temps.
Ça m'a fait exploser. Nous avons un enfant maintenant. Comment as-tu pu perdre la notion du temps le soir où j'avais besoin que tu sois joignable? J'ai failli hurler. C'est là que ses excuses bidons ont commencé. Il a dit qu'il avait mis son téléphone en mode « ne pas déranger » pour passer une soirée sans distraction. Il a même osé présenter ça comme s'il avait juste besoin d'une petite pause, comme si sa vie entière n'était pas déjà une pause pendant que je m'occupe de tout. Il a dit que revoir ses vieux amis était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années et qu'il ne trouvait pas une soirée de repos si importante. Je lui ai demandé s'il comprenait que j'aurais pu mourir ou que notre bébé ait eu une urgence sans qu'il s'en rende compte. Il a répondu « Eh bien, ma mère était avec toi, donc ce n'est pas comme si tu étais seul. Elle t'a évidemment emmené à l'hôpital. Que étais-je censé faire? Te fixer du regard pendant que tu hurlais de douleur? Ce n'est pas un crime que je n'ai pas été là à chaque seconde. Je n'avais juste pas de mots. » Il a essayé de s'approcher, sans doute pour voir où tenir le bébé, mais je lui ai crié de sortir. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il soit près de nous. Ma belle-mère était revenue dans la pièce et avait commencé à le gronder, disant qu'elle n'arrivait pas à croire à quel point il avait été négligent et stupide. Il s'est mis sur la défensive et a lancé « Je suis attaqué de toutes parts. On peut tous se calmer ?» C'en était fini pour moi. Je lui ai hurlé de partir immédiatement. Je lui ai dit que je ne voulais pas de lui dans la pièce et que je n'allais surtout pas le laisser toucher notre fils après ce qu'il avait fait. Il a juré dans sa barbe. Un peu comme si j'étais folle et que j'avais réagi de manière excessive. Mais finalement, il s'est éclipsé de la pièce après que mon éclat ait attiré l'attention d'une infirmière. Ma belle-mère s'excusait auprès de moi pour le comportement de son fils. Et même épuisée, je me sentais mal qu'elle ait ressenti le besoin de s'excuser. Rien de tout cela n'était de sa faute. C'était entièrement de sa faute. Maintenant que je suis rentré de l'hôpital avec mon bébé, j'ai dit à mon mari de rester chez ses parents pour l'instant. Je ne veux surtout pas de lui avec nous en ce moment. Il m'envoie des textos disant que j'exagère en l'empêchant de voir son propre enfant et qu'il faut qu'on parle. J'ai ignoré la plupart de ces messages, car je n'en ai tout simplement pas la force en ce moment. Je me sens complètement trahi et méprisé. Il m'a abandonné pendant le travail après m'avoir promis à maintes reprises qu'il ne le ferait pas. Si je ne peux pas compter sur lui pour quelque chose d'aussi grave, sur quoi puis-je compter? Ma mère et ma sœur viennent m'aider avec le bébé. Dieu merci, car je suis une épave émotionnelle et je dors à peine. Mes beaux-parents, surtout ma belle famille, m'ont également soutenu et prennent constamment de mes nouvelles. Ils sont furieux contre leur fils, ce qui en dit long. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Je suis tellement en colère que je veux l'éloigner du bébé jusqu'à ce qu'il comprenne pleinement à quel point il a fait une bêtise. Bref, voilà où nous en sommes. Je poste ceci parce que je veux vraiment savoir si je suis justifié de me sentir trahi. Je lui ai dit de ne pas rentrer à la maison et que je ne voulais pas qu'il s'approche de notre fils, du moins pour le moment. Il pense que je suis irrationnel et que, grâce à sa mère, tout s'est bien passé. De mon point de vue, rien n'est normal dans ce qu'il a fait. J'ai besoin d'un point de vue extérieur. Suis-je la personne idéale? J'ai l'impression de connaître la réponse, mais il insiste tellement que j'exagère au point de me remettre en question. Toute information serait la bienvenue. Première mise à jour. Quelques jours plus tard, cela fait plusieurs jours que je n'ai pas posté, et je voulais donner des nouvelles. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien et vos commentaires. Depuis mon retour de l'hôpital, je suis en mode maman ours, je m'occupe de mon nouveau-né et j'essaie de me remettre. Mon mari est chez ses parents. Nous n'avons communiqué que par quelques SMS et un appel téléphonique extrêmement tendu. Lors de cet appel, il a surtout essayé de minimiser ce qui s'est passé. Ce n'est pas si grave. Vous et le bébé alliez bien, non? Et il m'a accusé d'avoir réagi de manière excessive et d'avoir utilisé notre enfant comme une arme parce que je ne l'ai pas laissé revenir à la maison pour voir notre fils. J'ai fini par lui raccrocher au nez, car je sentais ma colère repartir. Pendant ce temps, beaucoup de choses ont commencé à me revenir en tête à propos de l'année écoulée. J'ai maintenant le pressentiment que mon mari a peut-être volontairement trafiqué ma contraception. Je sais que ça peut paraître fou, mais écoutez-moi bien. Je prenais la pilule et nous utilisions des préservatifs en cas d'oubli. Donc, tomber enceinte a été un choc. Avec le recul, deux choses ressortent. Je me souviens d'une nuit où il a insisté pour qu'on évite d'utiliser un préservatif, juste pour cette fois, et ça correspondait probablement à la période où j'ai conçu.
Une autre fois, j'ai trouvé ma boîte de contraceptifs bizarrement déplacée, ce que j'ai ignoré. Maintenant, je me demande si ce n'était pas un accident. Ça me rend malade d'y penser, mais peut-être qu'il voulait me mettre enceinte pour me piéger et s'assurer que je ne le quitte pas à cause du bébé. Il savait que je ferais tout mon possible pour préserver notre famille si un enfant était de la partie. Je ne l'ai pas confronté à ce sujet. Je doute qu'il l'admette un jour, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Si c'est vrai, cela signifie que même ma grossesse pourrait être due à sa manipulation. En plus de cette éventualité troublante, j'ai découvert autre chose qui me rongeait. Tu te souviens de cette fête de retrouvailles d'anciens élèves à laquelle il devait absolument assister? En rôdant sur les réseaux sociaux, j'ai découvert qu'une personne en particulier était également présente à cette fête, son ex-petite amie. Et pas n'importe quel ex, c'est la femme qu'il considérait comme l'amour de sa vie. Celle qui lui a brisé le cœur il y a des années en le trompant et en le quittant. Appelons-la Anna, ce n'est pas son vrai nom. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne, mais au début de notre relation, il parlait beaucoup d'elle. Peut-être un peu trop avec le recul. Il laissait parfois échapper des choses comme « Anna aurait adoré ce concert » ou « Anna voulait toujours y aller », même quand ce n'était pas vraiment pertinent. J'ai fini par lui dire que ça me mettait mal à l'aise qu'il la mentionne si souvent, et il s'est excusé et a arrêté un moment. Mais j'ai toujours eu le sentiment subtil qu'il n'avait jamais complètement oublié Anna. Il y avait une amertume persistante à chaque fois que son nom était mentionné, comme lorsque nous avons croisé un ami commun qui a mentionné Anna avec désinvolture. Mon mari est devenu très silencieux et maussade après. J'ai découvert qu'elle était présente à ses retrouvailles grâce à une photo de groupe publiée sur Facebook par un de ses amis d'université. Effectivement, son ex était sur la photo, exactement comme je m'en souvenais sur de vieilles photos. Soudain, l'empressement de mon mari à assister à ces retrouvailles et son silence radio total pendant mon accouchement ont pris un sens étrangement paradoxal. Je sens au fond de moi qu'il ne s'agissait pas seulement de boire quelques bières avec les copains. Son ex était là, il a tout fait pour que personne, pas même sa femme enceinte de 9 mois, ne puisse le joindre ce soir-là. C'est beaucoup à digérer. Je ne l'ai pas encore confronté au fait qu'il savait que son ex était à la fête. Honnêtement, depuis notre dernière dispute, j'ai réduit la communication au minimum. Il n'a pas vraiment essayé de parler non plus. Peut-être sent-il que j'en ai appris davantage. Ou peut-être qu'il rumine simplement sa culpabilité, s'il en a vraiment. Il a envoyé un texto ce matin pour prendre des nouvelles du bébé. Je lui ai répondu par un bref mot sur notre fils et j'en suis resté là. Pour l'instant, je compte consulter un avocat prochainement pour comprendre mes options, au cas où. Je n'ai pas encore pris de décision définitive concernant notre mariage, mais je sais que la confiance est rompue. Entre son échec conjugal de l'année dernière, son abandon pendant l'accouchement, et maintenant ses soupçons de manipulation de la contraception, et peut-être même de tromperie avec son ex, je ne vois pas comment on pourrait s'en remettre. Je ne suis pas prête à déclarer le divorce définitif, car mes émotions sont encore bouleversées et je veux bien faire pour mon fils. Mais je documente tout, je garde ces textos et j'ai même gardé cette photo de la fête. Je voulais juste partager mon état d'esprit. C'est effrayant de gérer une telle trahison tout en apprenant à être une jeune maman. J'apprécie votre soutien continu et je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de réponses. Je soupçonne qu'il y a plus à dire sur cette histoire et j'ai bien l'intention de la découvrir. Deuxième mise à jour, quelques semaines se sont écoulées et la situation a dégénéré comme je le craignais. Je veux faire le point et aussi documenter ce qui s'est passé, car j'ai la tête qui tourne. Après ma dernière mise à jour, j'ai décidé que j'avais besoin d'entendre la vérité de la bouche de mon mari, si tant est qu'il y ait une vérité à dire. On s'est rencontrés en personne il y a environ une semaine et je ne voulais pas qu'il vienne chez moi. J'ai laissé le bébé à ma mère pour cette rencontre afin de pouvoir me concentrer sur la conversation sans avoir à lui confier notre fils. Quand il est arrivé, je ne sais plus s'il était encore chez ses parents ou chez un ami, mais visiblement, les choses ne vont pas très bien pour lui. La première chose qu'il m'a demandé, c'est s'il pouvait voir des photos du bébé. Je lui en ai montré quelques-unes sur mon téléphone, et il a eu les larmes aux yeux, mais je ne me suis pas laissé distraire. J'ai dit qu'il fallait qu'on parle de la soirée, plus précisément de la présence de son ex, et qu'il était temps qu'il soit complètement honnête. J'ai commencé par lui demander directement s'il savait qu'Anna, son ex, allait être à ses retrouvailles. Il avait l'air choqué que je sache qu'elle était là. Au début, il a essayé de faire semblant. J'avais entendu dire qu'elle pourrait être là, mais je n'en étais pas sûr. Et puis il a insisté. Je suis allé voir toutes mes amies, pas seulement elle.
J'ai insisté et son langage corporel m'a fait comprendre qu'il mentait. Il ne pouvait même pas établir de contact visuel, il gigotait comme un fou. Finalement, j'ai posé la question à $1 million. Il s'est passé quelque chose entre Anna et toi cette nuit-là? Il a essayé la méthode du lâche. Comment ça? Qu'est-ce qui allait se passer? Je lui ai dit d'arrêter tes conneries. J'ai dit, tu as disparu toute la nuit devant ta femme enceinte. Tu as mis ton téléphone en silencieux et ignoré mes appels pendant que j'étais en travail. Si tu ne peux pas me dire clairement pourquoi, alors on arrête là. Ça l'a secoué. Il a finalement admis, d'accord, d'accord. On s'est embrassé. C'était juste un baiser stupide, ivre. D'accord. Ça ne voulait rien dire. Je ne sais même pas qui a commencé. Peut-être qu'elle m'a embrassé ou que je l'ai embrassé, mais c'est tout ce qui s'est passé. Juste un baiser. Tu es heureux maintenant? Il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à débiter des excuses et des reproches. Il s'est plaint que notre mariage n'était pas heureux depuis longtemps. Il a râlé sur le manque d'intimité. Tu me critiques toujours. Il a dit que revoir son ex ce soir-là lui avait juste donné l'impression d'être désiré à nouveau, qu'il était ivre et seul, et qu'il s'était laissé emporter par l'instant. Mais selon lui, ce n'était qu'un baiser, sans signification. Je l'ai laissé terminer son petit discours, puis je lui ai demandé s'il réalisait qu'il disait tout cela à la femme qui venait de donner naissance à son enfant seul. Je lui ai fait remarquer que s'il se sentait malheureux ou mal aimé, il avait d'innombrables occasions de me parler, de me suggérer une thérapie, quelque chose, plutôt que de faire ce qu'il a fait. Et pour info, son manque d'intimité me met hors de moi. J'étais enceinte de 9 mois et il me traitait mal. Alors, bien sûr, notre vie sexuelle n'était pas au top. Il n'en était responsable que lui-même. Quand j'ai dit tout ça, il est passé de la défensive à l'hostilité pure et dure. Il a prétendu que je l'avais repoussé et que je lui avais donné l'impression d'être un homme inutile. Alors, quand il a eu l'occasion de se sentir désiré par une ancienne flamme, il l'a saisi. Je lui ai demandé s'il avait ne serait-ce qu'une seconde pensé à moi ou à son fils à naître ce soir-là. Il a répondu, je ne pensais pas que le travail commencerait si tôt, comme si ça excusait tout. J'étais à 39 semaines. Comment est-ce possible? Puis il a ajouté, en plus, maman était là avec toi et tu allais bien. Cette phrase m'a vraiment énervé. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de décider que sa présence n'était pas nécessaire, comment osait-il supposer qu'il était normal de m'ignorer parce que quelqu'un d'autre était là à sa place? Je lui ai demandé s'il éprouvait le moindre remords pour ce qu'il avait fait. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je suis désolé que tu aies été blessé, mais je ne peux pas dire que je regrette ce qui s'est passé cette nuit-là. Oui, il l'a dit. Il a essayé de m'expliquer que c'était la première fois depuis une éternité qu'il se sentait comme avant et qu'être entouré de ses amis de fac et, bien sûr, de son ex le faisait revivre, lui rappelant des temps plus simples. J'en avais presque fini à ce moment-là. Je lui ai dit, ce mariage est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière possible avec un tel égoïsme. Il n'a pas protesté. Au contraire, il a soupiré et murmuré, c'est peut-être mieux comme ça. Aucun de nous n'a été heureux. Ça m'a fait mal à entendre, car j'ai été malheureuse en grande partie à cause de lui et de ses choix, mais il a parlé comme si on s'était éloigné l'un de l'autre. Je l'ai aussi confronté à propos de ma contraception. Je lui ai directement demandé s'il avait déjà touché à ma pilule ou essayé de me mettre enceinte volontairement. Il s'est immédiatement vexé et a dit, je ne ferai jamais ça. Je ne suis pas folle. Il a prétendu que la grossesse avait été une surprise aussi grande pour lui que pour moi. Je ne suis pas sûr d'y croire, mais à ce stade, cela n'a presque plus d'importance. Il y a déjà plus qu'assez de raisons de mettre fin à ce mariage sans cet élément. Après cette confrontation, je suis allé chez mes beaux-parents avec le bébé et je leur ai tout raconté. Jusqu'à présent, je ne leur avais pas parlé de la tromperie. Ils savaient seulement qu'il avait raté l'accouchement et que nous nous disputions. Eh bien, je leur ai tout raconté, il a admis avoir embrassé Anna et avoir délibérément mis son téléphone en mode ne pas déranger pour m'éviter pendant le travail. Ma belle-mère était hors d'elle. Elle s'est mise à pleurer et à s'excuser à nouveau, puis elle s'est mise en colère. Elle a appelé son fils sur le champ, devant moi. Je n'ai entendu que sa version de l'appel, mais elle lui a en gros dit de ne plus jamais oser remettre les pieds chez eux. Elle l'a traité de chômeur, d'homme infidèle et de pathétique, et a dit qu'elle avait honte de l'appeler son fils. Je n'ai pas tout compris, mais je sais qu'elle lui a dit qu'il avait une femme et un bébé magnifique qu'il avait complètement trahi.
Mon beau-père a secoué la tête de dégoût pendant tout ce temps. Ils lui ont clairement fait comprendre que tant qu'il n'aurait pas réglé sa vie, il n'était pas le bienvenu sous leur toit. On dirait donc qu'il dort chez des amis. Quant à moi, j'ai effectivement contacté un avocat spécialisé en divorce et j'ai entamé les démarches. Impossible de sauver la situation. Il a envoyé un SMS à notre groupe de discussion familiale, qui comprend moi, ses parents et ma famille, pour s'excuser faiblement, en disant en gros qu'il était désolé pour la tournure des événements. Je n'ai pas répondu, et ses parents non plus. Franchement, je n'ai rien à lui dire, sauf pour notre enfant ou des questions juridiques. Ma priorité est maintenant de protéger l'avenir de mon fils et de m'assurer que cet homme assume les conséquences de ses actes, financièrement et autrement. S'il pense pouvoir abandonner sa famille et partir pour une nouvelle vie sans être inquiété, il a bien tort. J'ai le cœur brisé. Oui, mais aussi étrangement soulagé d'avoir pris une décision. Ce mariage est terminé selon mes conditions. Je suis reconnaissante du soutien de ma famille et de mes futurs beaux-parents. Aussi bouleversante que soit cette situation pour eux aussi. Ma belle-mère m'a dit que je serais toujours de la famille pour eux et qu'ils nous aimaient, moi et leur petit-fils. Cela a été très important pour moi. Je vous tiendrai au courant dès que la situation sera un peu plus calme. Les prochaines étapes sont juridiques et qui sait quelles autres révélations pourraient surgir? Pour l'instant, je prends les choses au jour le jour, en me concentrant sur mon petit garçon et moi. Troisième point. Ce sera probablement mon dernier point. Cela fait quelques mois et le divorce est officiellement prononcé la semaine dernière. Je voulais vous raconter comment les choses se sont terminées. Mon ex-mari est complètement absent de nos vies, y compris de nos fils. Lors du divorce, il a accepté de mettre fin à ses droits parentaux. C'était difficile de le voir signer les papiers, abandonnant ainsi notre enfant. Son raisonnement, il s'avère que son ex-petite amie Anna est enceinte. Avec son bébé. Je doute que l'enfant d'Homrecker soit vraiment le sien, mais il est né plus tard cette année. Alors que j'étais en travail pour notre fils, il était apparemment en train de concevoir un autre bébé avec elle. Toutes ces histoires de simples baisers étaient un mensonge. Ils ont couché ensemble cette nuit-là. Quand j'ai appris qu'Anna était enceinte, je l'ai confirmé à mes ex-beaux-parents, qui étaient horrifiés. Je ne peux pas dire que j'ai été vraiment choqué, mais ça m'a quand même fait mal au cœur. Mon ex a choisi de repartir à zéro avec Anna et leur enfant à naître, et ce faisant, il a quitté son premier-né. Il n'a même pas essayé d'obtenir un droit de visite ni la garde de notre fils. J'en ai la garde légale et physique complète, et il se contente de ne pas s'impliquer. Honnêtement, je pense qu'il considère cela comme une responsabilité de moins. Il a obtenu une pension alimentaire. Ce n'est pas parce qu'il a renoncé à être père qu'il peut se soustraire à ses responsabilités financières. Il n'a aucun revenu actuellement, donc je doute de voir de l'argent bientôt, mais au moins. Du moins, c'est une ordonnance du tribunal pour quand il gagnera à nouveau de l'argent. Quant à moi et mon petit garçon, nous avons quitté ce qui était notre maison. J'habite un nouvel appartement, plus près de ma famille, et je m'efforce de créer un environnement positif et stable pour mon fils. Il a environ 6 mois maintenant, il babille et attrape tout. C'est le petit bonhomme le plus heureux du monde. Être sa maman est la meilleure chose de ma vie. Ça me brise le cœur de devoir un jour expliquer l'absence de son père, mais je m'en occuperai le moment venu. Pour l'instant, il est entouré de tant d'amour. Ma mère et ma sœur sont absolument adorables avec lui. Et les parents de mon ex, ses grands-parents, sont toujours très impliqués. Malgré leur dégoût pour leur fils, ils m'ont dit qu'ils refusaient d'abandonner leur petit enfant. Ils nous rendent visite dès qu'ils le peuvent et nous faisons souvent des appels vidéo pour qu'ils puissent voir le bébé. C'est un peu gênant compte tenu de tout cela, mais je suis reconnaissante que mon fils ait leur amour et leur soutien. Je pense qu'ils se surpassent vraiment pour compenser les échecs de leur fils. Émotionnellement, je me sens mieux qu'au début. Une fois le divorce prononcé et le jugement en main, j'ai senti un énorme poids m'être enlevé. Bien sûr, il y a encore des jours difficiles. Être parent célibataire est difficile et il y a des moments de colère ou de chagrin qui me frappent. Mais le stress que je ressens maintenant est un stress normal pour une jeune maman, pas l'anxiété toxique que j'avais quand j'étais avec lui. Quant à mon ex et Anna, ils sont officiellement ensemble et se préparent à avoir leur bébé. Je me fiche sincèrement de ce qui va se passer entre eux maintenant. C'est leur affaire, pas la mienne. La seule communication entre mon ex et moi se fait via une application surveillée par le tribunal si nécessaire, principalement à propos de la pension alimentaire, mais il est resté assez silencieux et ça me convient, donc voilà où nous en sommes.
Merci à tous ceux qui ont lu et apporté leur soutien tout au long de ce message. Je ne publierai plus de nouvelles. Je préfère me concentrer sur l'avenir maintenant.